on en vient maintenant aux autres perspectives, hein, et aux perspectives d'un peu ce que vous avez dit, les questions qui sont à la fois les questions technologiques, les questions du futur, mais aussi les questions de tout de suite. Je reviens aussi sur la proposition, enfin ce que disait Laurent sur les entrepôts de données. Et bien, on a là la personne idoine, on a Pierre-Antoine Gouraud, professeur, on vous salue et on vous admire depuis un petit moment, et donc et ben voilà, c'est à vous, mais vous n'aurez pas plus de temps que ça, et il faut, pardonnez-moi, que je vous passe la main, c'est ça, hein. Je n'en demande pas tant, Anne-Marie, merci. Merci beaucoup. Alors, malgré tout, je suis ni un expert de la santé au travail, je suis très admiratif du travail et je crois beaucoup à la prévention que l'on peut faire. Peut-être en levant des verrous grâce à des technologies, en replaçant toujours la technologie comme un moyen et non pas une fin. Et je ne suis pas non plus un spécialiste des données synthétiques, puisque finalement c'est un champ d'expertise un peu nouveau pour moi, avec un certain nombre de publications scientifiques. Alors, je vois quand vous m'avez donné la main, je vais pouvoir vous partager ces deux diapos que je vous ai promis, simplement pour vous dire effectivement d'abord que ces questions des data, des entrepôts de données de santé, elles suscitent beaucoup d'opportunités de création de valeur, et que nous ne reculons pas devant la possibilité de les contractualiser, toujours avec des tutelles, soit le CHU, soit l'université. Et je vous ai préparé une diapositive unique, mais en deux versions, une textuelle, une graphique, pour savoir bien de quoi est-ce qu'on parle, ces fameuses données synthétiques dont on ne parlait quasiment pas en 2021, j'ai l'habitude de m'inviter. Eh bien, ces données synthétiques, alors d'abord c'est un peu le nouveau nom un peu à la mode, hein, pour parler de simulation. Ces données simulées, elles sont de granularité individuelle, elles correspondent à un patient. Et je ne sais pas que vous voyez bien mon écran. On voit parfait. Ah, vous voyez une seule diapositive, hein? Oui. Ouais, merci. Donc, ce sont des simulations. Elles ont la granularité des données individuelles. Elles sont soit fondées sur un modèle mathématique, c'est la version un petit peu classique, on a une équation et eh bien c'est du génératif, d'accord, mais on tire des observations d'un modèle. Soit, et c'est peut-être un peu plus moderne, un peu plus à la mode, où ces simulations sont vraiment fondées sur l'observation de données individuelles empiriques. En réalité, il y a toujours un petit peu les deux. Il y a toujours un modèle mathématique et des données qui permettent de paramétrer le modèle mathématique. En tout cas, ces données synthétiques-là, elles laissent un nouvel essor avec l'accent mis sur l'IA générative, la découverte peut-être de notre capacité à utiliser le calcul d'accès aux données pour générer des données, peut-être en faire un modèle d'échange. Là où ça se complique, c'est quand on doit les qualifier d'anonymes. La plupart d'entre nous, quand on parle d'anonymes, on pense, ok, on a enlevé le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Pas du tout. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, et c'est même de manière assez ancienne, puisqu'il y a ce qu'on appelle des critères qui datent de 2014, des critères du G29, qui s'appliquent au niveau européen. Et bien, dans l'esprit du RGPD, il s'agit pour le responsable de données de démontrer la nature non réidentifiante des données. Donc des données simulées mathématiquement, même si elles viennent d'un modèle mathématique, eh bien elles peuvent porter atteinte à un individu qui serait réidentifié. Donc il faut faire l'étude du caractère non réidentifiant de ces données en se correspondant à ces trois critères qui sont singularité, corrélation, inférence. Je suis ravi de les détailler pour vous, et tout en disant qu'une donnée, même anonyme, elle peut encore être sensible. Et en particulier en santé travail, elle peut être sensible pour le travailleur, c'est le cas dans les EDS à propos des soignants, elle peut être sensible pour les employeurs, pour les institutions, et puis également pour des populations. Et donc finalement cette charge de la preuve qui s'inverse en ayant à démontrer que la donnée est bien non réidentifiante, eh bien, elle aiguise notre conscience sur les enjeux autour de la donnée. Et puis là aussi, deuxième effet qui se coule du RGPD, je sais Anne-Marie que vous aimez bien ce genre d'expression, eh bien, et c'est peut-être un peu plus à compliquer parce qu'encore à mûrir, eh bien, c'est l'usage des données qui est au centre finalement de la réglementation. C'est vraiment, je crois, selon du RGPD comme contrainte, je crois vraiment que c'est une opportunité.
eh bien ces données, en fait, on va les transformer pour en faire quelque chose. Quand bien même il s'agit simplement de les partager en open source ou bien de les utiliser, vous avez donné, je vous en remercie, des exemples de terrain qui sont particulièrement importants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Quels sont ces usages secondaires? Eh bien, on peut les augmenter, on peut interroger sur leur représentativité et également corriger leurs biais. Puis on voit apparaître dans le domaine clinique eh bien, des cordes synthétiques, des bras témoins synthétiques, voire des essais cliniques synthétiques. Je passe très rapidement sur cette diapositive simplement pour vous dire que je replace la donnée synthétique sous forme graphique dans un contexte un petit peu plus large, et c'est ce genre de création de valeur à travers le partage des données qui doit nous interroger. C'est un graphique qui doit beaucoup à Eric Boucher-Pritzker à la CNIL et puis à une stagiaire également. La deuxième diapositive que je voulais vous partager est en fait une diapositive qui peut-être cherche à lancer le débat à l'intérieur de notre communauté ce soir. C'est peut-être de prendre conscience que ces données personnelles que l'on utilise à des fins personnelles pour protéger des individus, est-ce que finalement, quand elles concernent un individu, on ne devrait pas strictement la réserver à des usages individuels, c'est-à-dire aux patients, aux travailleurs qui en bénéficient directement? On doit également s'interroger sur les principaux foyers de sensibilité de données dans le cadre du dialogue social. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais elles concernent des salariés, des employeurs, des fournisseurs également, des clients. Et donc ces données qui génèrent de la valeur, eh bien, elles ont d'autres foyers de sensibilité. Dans le RGPD, il y a un principe, il était évoqué ici à l'article 5.1, c'est le principe de minimisation. C'est un principe qui peut-être finalement, à lui tout seul, nous encourage déjà à fournir des données synthétiques à chaque fois que c'est possible. Puisque nous avons les moyens d'avoir des données qui contiennent toute l'information sans le risque de réidentification, eh bien peut-être que nous avons déjà les outils légaux qui nous obligeraient à les utiliser. C'est encore la position de certains juristes, ça me semblait intéressant à partager. Et puis alors, inspiré des expériences nombreuses qu'on a maintenant depuis plusieurs années sur l'utilisation de ces données synthétiques, est-ce qu'il faut partager le partage intégral de ces données alors, être forcé à partager des données réelles, c'est parfois ce qu'on entend à travers les initiatives nationales ou européennes, ou bien est-ce que, en fonction de l'usage que l'on en a, est-ce que ça ne suffit pas de partager des données synthétiques anonymisées? J'étais assez frappé par l'expérience de partage que je viens de mettre en place de données génétiques de sclérose en plaques, qui est une donnée de responsabilité nationale. Cinquième question, en quoi le partage de données synthétiques anonymes, finalement, qui permettent de révéler, d'appliquer des méthodes d'analyse de données, qui permettent peut-être aussi de contrôler les finalités, bien quand les données sont disponibles, comment est-ce qu'on contrôle l'usage qui en est fait? Et est-ce que ce ne sont pas finalement ces trois dimensions ne sont pas essentielles et indissociables pour instaurer ou restaurer la confiance entre les parties prenantes et rééquilibrer les asymétries d'informations? Enfin, est-ce que c'est pas finalement un peu comme dans nos hôpitaux, où l'on essaye de plus en plus de mettre des données au centre des échanges, et bien que le recours à des données synthétiques, que chacun peut analyser, réanalyser, est-ce que ce n'est pas finalement un terreau fertile pour contribuer à une dépolarisation entre les parties prenantes dans le dialogue social? Et Anne-Marie, je vous passerai également d'autres diapositives, en particulier celle de la CNIL sur les données synthétiques, mais je crois avoir le défi en temps et en nombre de diapositives. Bravo, bravo. Bah, écoutez, merci. Je vais remettre ma caméra. Merci, un grand merci Pierre-Antoine là-dessus. Et vous posez bien les questions. Il y a notamment le terme, si je peux me permettre, qu'on reprendra, que je vais passer là maintenant. Je vais reprendre la main si vous voulez bien.